Baptiste, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir. avec plaisir. C'est un vrai bonheur pour moi de venir dans ce lieu parce que ça fait. Alors, on va parler de l'histoire de la Motachar qui était l'origine du potager extraordinaire, qui s'est déplacé. Enfin, il y a eu quelques vies entre le temps à la Motachar et maintenant et ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais voilà, vous avez gardé un esprit de maintenir un potager extraordinaire. Et c'est vraiment ça que je veux qu'on montre aujourd'hui, c'est ce côté euh, potager, ce n'est pas que les légumes, les cultures nourricières, c'est tout un agrément et toute une diversité. Et tout un tas d'histoires autour, parce que ce qui Et nous intéresse, c'est raconter des histoires autour des légumes, de comprendre un exactement. petit peu d'où ils viennent. Et c'est plus qu'une graine, c'est plus qu'un légume, c'est parfois même des émotions Ah, qu'on va essayer totalement, de transmettre aux visiteurs. totalement. Donc vraiment, j'ai plaisir qu'on découvre ça ensemble. Ça marche. Et puis qu'on insiste sur un légume, enfin un type de légumes qui sont les courges. Parce que je sais que c'est quand même l'élément phare du potager extraordinaire depuis la Motachar où il y a ce concours des légumes géants. Donc voilà, j'aimerais qu'on en parle également. Alors là, on est en train de faire un cheminement qui est le cheminement que tout le monde prend. Effectivement, c'est le cheminement des visiteurs. L'idée, c'est de les emmener vers l'histoire du potager extraordinaire et l'histoire du lieu. Ouais. Donc, ce lieu où on est aujourd'hui, sur le site de Beautour, c'est l'ancien... Waouh. C'est carrément... Impressionnant. Ah oui, alors voilà le bureau de Georges Durand. Georges Durand qui était la personne qui avait le site de Beautour, qui était un D'accord. naturaliste vendéen très connu, D'accord. qui a beaucoup œuvré sur l'entomologie, l'ornithologie et tout un tas d'autres sujets naturalistes. Il avait légué au Muséum d'histoire naturelle ce domaine pour en faire quelque chose de bien, pour en tout cas perpétuer, on va dire, l'envie de transmettre et de rechercher encore sur la nature. Donc on a voulu lui rendre hommage avec cette pièce-là, D'accord. pour contextualiser et dire aux gens, eh bien, vous arrivez déjà sur un site qui a une histoire, qui a un passé. Wow. Et par chance, Iris, la big boss des lieux, celle qui a repris Ouais. l'histoire, eh bien, fréquentait déjà ce lieu. Il y D'accord. a son petit bureau qui est là. Réellement? Ouais, le petit bureau d'Iris. Et du coup, passionnée elle aussi, on va dire contaminée peut-être même Ouais. par cette idée naturaliste, eh bien, elle a créé son labo juste à côté, derrière. Excellent. Waouh. C'est fabuleux. Et c'est là où elle fait ses expériences et où elle ramène des quatre coins du monde les plantes qu'elle trouve. Alors bien sûr, toujours axée sur l'alimentaire et sur les plantes bizarres et curieuses. Malheureusement, on la voit jamais. Elle est toujours partie Ah oui. en voyage. Et oui, voilà. Donc elle nous laisse des petits mots. Mais réellement, c'est vrai que Ouais, Iris, ouais. c'est son Vraiment. travail. Elle laisse un petit mot aux visiteurs. On l'entend parfois pour dire un petit peu où on est. Et donc du coup, l'idée ici, bien, c'est d'expliquer aux gens que l'aventure continue. Le potager extraordinaire, c'est eh bien, observer, regarder, s'amuser avec curiosité. Et ensuite, Parce eh bien, là, je vois pas beaucoup de plantes potagères. Et non, il n'y a pas que des plantes potagères au potager extraordinaire, il y a aussi des plantes curieuses et bizarres. Et donc, du coup, les plantes potagères, c'est à peu près, on va dire, 75-80% des collections du potager extraordinaire, mais il y a encore 20% de plantes ornementales et curieuses. On va le voir d'ailleurs dans un des premiers jardins qui s'appelle le Bizarretum. Donc là, on arrive effectivement là où Iris commence à mettre ses premières plantes, ses premières pots, les plantes qu'on lui donne. Elle les met ici dans cet espace-là. C'est un petit peu l'espace de transition, là où elle va prendre le thé avec ses collègues de temps en temps. Bonjour. Très bien. Et on arrive dans le premier jardin qui est donc le Bizarretum. Mais c'est une porte monumentale pour nous accueillir, c'est génial. Effectivement, c'est sublime. Ouais. Beau travail. Absolument. Alors on se rend compte que la végétation est encore un peu jeune, donc ça fait partie de l'histoire de ce potager extraordinaire. C'était sur un site pendant 25 ans à la Motachar, donc à une vingtaine de kilomètres d'ici à peu près. C'est ça, entre 1995 et 2018 à la Motachar, et depuis 2018, eh bien, en reconstruction et en déménagement pour revenir ici sur le site de Beautour à La Roche-sur-Yon. Très bien. Et ouvert depuis seulement un mois, puisque c'est ouvert depuis le 1er juillet. 1er juillet 2023, donc c'est un petit peu jeune, frais, mais il y a déjà des choses qui sont magnifiques. Là. Effectivement, il y a le potiron géant qui commence à pousser. Donc ça fait partie de notre histoire là, du concours des légumes géants dont on va reparler tout à l'heure. Alors, pour réussir à avoir un beau massif comme ça, je dirais que quel est le secret? Alors, il y a deux secrets pour faire un potiron géant, vraiment, quelque chose d'XXL. Ça va être la génétique déjà. Il va falloir une génétique propice pour faire un potiron géant. Et ensuite, eh bien, il va falloir un sol le plus riche et vivant possible
pour qu'on puisse avoir une croissance optimale. En ce moment, chez les compétiteurs, on a des pointes entre 20 et 27 kg par jour de croissance. Waouh. Donc les compétiteurs, j'adore cette approche parce qu'on est vraiment sur un concours. Là. Il y a on est des vraiment sur des passionnés compètes. qui sont à fond sur leur potager. Ouais. Et donc, la clé pour avoir une belle courge, c'est un sol très riche. Un sol très riche, équilibré, avec un pH bien maîtrisé. Il va falloir enterrer aussi les tiges pour avoir un maximum de racines. Il faut savoir que la courge fait 2 à 3 racines à chaque feuille. Et à chaque fois qu'elle va émettre ces racines-là, eh bien, elle va pouvoir augmenter son pouvoir d'absorption en eau, en minéraux, sa capacité d'échange. Et donc, du coup, elle va grossir encore plus. Donc en fait, à chaque développement de pousse, le système racinaire doit être enfoncé. Vous le recouvrez, vous le butez comme un peu les pommes de terre. On peut regarder si vous voulez. Oui, bien sûr. Donc là, on voit une racine. Oui, d'accord. Voilà. Et là, on en voit d'autres dessus qui commencent à arriver. Donc si on bute légèrement à chaque fois qu'il y a un nœud, alors je dis légèrement parce que si c'est trop enfoui, ça va se mettre à pourrir. Donc c'est la bonne dose qu'il faut toujours trouver. Eh bien, on arrive à avoir une capacité d'absorption démultipliée. Les compétiteurs vont même jusqu'à mettre avec un pinceau des mycorhizes à chaque racine pour être sûr que là aussi, ça démultiplie encore plus leur capacité d'échange et d'absorption. Bref, en tout cas, les compétiteurs ont 1001 astuces pour arriver à booster au maximum les capacités de cette génétique déjà exceptionnelle. Mais alors, le fruit, il est là-bas. Oui. De booster ici, est-ce que c'est utile pour le premier fruit qui est apparu, ou parce que moi je me dis, bon ok, ça va être utile pour continuer à développer le nombre de fleurs, plus pollinisation, le nombre de fruits, mais pas ce gros fruit. Si, ça repart dessus. Et ce gros fruit, il a été sélectionné, c'est-à-dire qu'on enlève tous les autres. On ne laisse qu'un seul fruit pour qu'il grossisse au maximum. D'accord. Voilà. Et si possible, à 3-4 mètres du pied, c'est ce qui a été observé par les compétiteurs depuis plusieurs dizaines d'années comme le meilleur endroit pour que le gros potiron puisse se faire. D'accord. Et il y a même des schémas sur la manière dont disposer les tiges sur les 100 mètres carrés nécessaires à la croissance du potiron. Et certains schémas de tiges sont plus propices à la croissance du potiron que d'autres. Là, on n'est quand même pas sur un seul pied. Là. On est sur un seul pied, si. On est sur un seul pied. Là, il y a une sacrée génétique, là, quand même. Il y a une sacrée génétique. C'est des génétiques qui font facilement 500 à 700 kilos. Voilà. Waouh. Là, il fait quoi, là, déjà il doit bien faire 50 à 80 kilos, peut-être, à peine. Voilà. Ce qui est très petit pour un potiron géant aujourd'hui. C'est dans le concours, c'est jusqu'à 900 kilos, c'est ça le record? Oui, on est à 966. On est un peu plus de 900 kilos. Oui. On est à 928. 928, c'est ça. 928 kilos. Vous avez la photo ici du record de l'an dernier, avec du coup toute l'équipe des bénévoles et des compétiteurs. C'était il y a combien de temps, ça? C'était l'an dernier. L'an dernier, d'accord. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans. Cette année aussi, je pense qu'on aura une bonne année pour les potirons géants. Oui. J'aimerais savoir comment ils le transportent de leur jardin. Alors, c'est un tracteur, une remorque, et puis vous croisez peut-être sur l'autoroute ce jour-là quelqu'un avec un potiron géant dans sa remorque. Bon. Parfois, il y en a qui viennent carrément d'Angleterre ou d'Espagne, donc parfois c'est des chemins assez longs pour venir les faire peser jusqu'au potager extraordinaire, parce que c'est le seul site en France homologué officiellement pour les records de fruits et légumes géants. Et donc la date cette année du concours, c'est? C'est le dimanche 24 septembre. 24 septembre. Voilà. Bon, alors on sera présent. Bon, alors donc là on avance dans le potager extraordinaire. Donc là on voit, il y a des rangs de tomates avec des tomates qui sont aussi assez extraordinaires. Oui, alors on est toujours dans la côté géant. Donc là on est sur des variétés de tomates qui ont été sélectionnées pour faire normalement des fruits géants. Wow. Donc voilà, avec des potentiels de 500 grammes à 1 kg facilement. Énorme. Et dès qu'il y a une fusion, parce que c'est la caractéristique pour avoir une tomate géante, c'est qu'il faut avoir une fleur qui fait une fusion, qui pousse un petit peu en éventail. Et là, on a des possibilités d'avoir des tomates qui font 2 kg jusqu'à 3 kg, même maintenant pour le record, sans problème. Pareil, les tournesols sont géants. Les tournesols sont géants. Alors, il y a 2 concours sur le tournesol. Il y a la grosseur de la fleur. D'accord. Voilà, donc là, vous en avez pour la grosseur de la fleur. Là, c'est la grosseur de la fleur. Voilà, le diamètre, du coup. Et il y a l'autre concours qui est sur la hauteur du tournesol. Donc là, on en a un qui est déjà rendu à 5 mètres. Voilà, on a été mesurer le nouveau record de France il y a 2 semaines, à Mormaison, en Vendée d'ailleurs, c'est juste à côté, avec 5 mètres 41. 5 mètres 41. Donc ça, chez un particulier qui s'amuse dans un tout petit jardin. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce concours des fruits et légumes géants, c'est pas réservé qu'à des gens qui ont des grosses propriétés et des gros jardins. On peut très bien s'amuser dans un petit endroit, une petite cour. Il y a 5 mètres là. Ouais. Là, on est 5 mètres. Ouais. Donc il est en cours pour aller sur le record là, parce que. Ah, il manque quand même encore 40 cm. Ouais, c'est vrai qu'il va pas les faire maintenant.
Donc ce sont des légumes qui génétiquement ont eu des croisements sur de nombreuses années. Des croisements, des sélections, pour avoir sélections. toujours le plus gros du plus gros du plus gros. Et on se sert de cet endroit-là justement pour expliquer des phénomènes qui vont ensuite être intéressants dans le potager. L'idée en passant dans le Bizarretum, c'est de s'aiguiser les yeux et l'esprit pour aborder la bibliothèque potagère après avec un peu plus d'intérêt. On a par exemple ici maintenant les plantes naines en contrebalancement avec les plantes géantes. Donc on a le tournesol nain ici, le tournesol géant ici, et on explique par exemple que le blé a été sélectionné ces dernières décennies pour avoir on va dire plutôt un nanisme, quelque chose de court, pour mieux résister au vent. Les blés anciens étaient très hauts, et donc du coup, le nanisme a été un des traits intéressants pour sélectionner quelque chose de plus intéressant en termes de rendement sur l'alimentation. On explique que plus on est haut, plus on est sensible au vent, plus on est grand avec une feuille, plus on perd de l'eau. Donc en termes de sécheresse, ce n'est pas un avantage intéressant d'avoir des grosses feuilles. Il vaut mieux avoir des petites feuilles et être au ras du sol. Et du coup, on explique que l'amélioration du végétal, eh bien, ça passe par des sélections et de l'observation pour améliorer l'alimentation de demain. Eh bien, on passera par ça. Pour être très clair tout de suite, ce n'est pas des OGM, c'est des croisements. Exactement. C'est vraiment naturel. Hein. Oui. Ça, c'est important de le souligner parce que... Et on provoque justement la discussion ici pour essayer d'expliquer ce que c'est qu'un hybride fin, ce que c'est qu'un croisement. Absolument. Et dire que l'amélioration du végétal, eh bien, elle existe depuis que l'homme a commencé à se sédentariser et que c'est un processus qui est toujours en cours aujourd'hui, améliorer les végétaux. Bon, je vois des miscanthus qui se plaisent bien. Le miscanthus aime l'eau. Voilà. On est quand même sur un endroit où il y a de l'eau, quoi, en fait. C'est une qualité du site, c'est un inconvénient peut-être du site. Les deux. C'est les deux. Voilà. C'est l'avantage quand on a une année un peu sèche, c'est d'avoir un sol qui retient un peu l'eau. Et quand on a une année un peu pluvieuse, comme ça se profile un petit peu cette année, eh bien, on a quelques inconvénients où il va falloir qu'on réajuste certains endroits qui souffrent parfois d'excès d'eau. Donc on réajuste en butant. En butant, en drainant avec un petit peu plus de gravier certaines plantes qui ont besoin de drainage, parce que le défi du potager extraordinaire, c'est de présenter une grosse diversité en termes de végétation, et donc il va falloir créer des micro-milieux pour certaines plantes qui ne supportent pas autant d'eau que leurs voisines. Je m'arrête sur cette tomate là, elle est impressionnante au niveau de son feuillage. Voilà, autre curiosité, la tomate stick, et la tomate stick, elle a pour particularité d'avoir cette feuille frisée, rabougrie. Donc là, on a un avantage qui est peu de feuillage, donc le fruit est complètement au soleil, donc ça peut être un intérêt en termes de sélection. Par contre, ce feuillage... le fruit complètement au soleil, c'est intéressant comme approche. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'enlever de feuillage, mais par contre, le feuillage étant crispé, il va retenir un peu plus l'eau. Donc en termes de résistance au mildiou, peut-être que ce sera un petit peu plus compliqué parce que la feuille s'aère moins bien. Compact, oui, exact. Voilà. Et là, je vois un fruit qui est très noir et qui évolue au rouge. C'est comme ça que ça progresse. On est sur du vert, du noir. Alors normalement, on est plus sur du rouge. Et là, on peut très facilement voir une hybridation. C'est que les tomates dites bleues qu'on a dans le tunnel, eh bien, partagent beaucoup plus leur pollen, beaucoup plus facilement que la majorité des autres tomates. Et on s'en rend compte de plus en plus ces dernières années. Donc on fait très attention désormais à mettre des petits sachets de dragée sur les fleurs et les bouquets de fleurs qu'on souhaite garder pour éviter les hybridations. C'est fabuleux, je trouve ça magique. Donc là, on arrive dans les fleurs doubles. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on est vraiment dans ce jeu du potager dans un jardin où on croise tout. Effectivement. De la fleur, du feuillage et du plan potager. C'est ça. Alors ici, surtout des plantes ornementales et pas trop des plantes potagères, mais des plantes ornementales qui ont ces particularités de fleurs doubles. On retrouve encore notre tournesol de tout à l'heure avec plutôt un côté fleur double. Voilà. Alors on explique les avantages et les inconvénients d'être double. Il y a les côtés feuilles poilues, on a les feuillages noirs, pourpres, dorés, bref. Donc l'inconvénient de la fleur double, c'est que le fruit n'est pas ou trop serré, ou c'est quoi en fait? Parfois stérile, parce que c'est souvent les étamines qui se transforment en pétales, et donc du coup ça fait un déficit en pollen et en fertilité. Et donc parfois les fleurs doubles n'ont pas du tout de descendance, parce qu'elles ont cette spécificité d'avoir des étamines pétaloïdes. Des étamines qui se sont transformées en pétales. On a aussi la fraise un petit peu en fil rouge, avec des fraisiers dorés, des fraises à feuilles panachées, des fraisiers à une feuille. Bref, on essaye d'avoir, parmi toutes les curiosités qui sont rangées ici, eh bien, des fils conducteurs comme le tournesol, le noisetier ou alors la fraise. D'accord. La rose verte, par exemple. La rose verte. Qui est en fleurs. Waouh. C'est pas commun ça.
Il faut vraiment la mettre en opposition justement avec quelque chose qui est plus pâle, qui va nous permettre de la voir parce que... Donc là, c'est les fleurs vertes, justement. Pourquoi les fleurs seraient vertes? Qu'est-ce qui les attire? Donc on est sur quelle surface au niveau du potager? Alors on est sur 7 hectares visitables. 7 hectares. Voilà, alors Oh. pas 7 hectares 100% de potager, 100% Ouais, cultivé. On a ouais. aussi des prairies, des bois. On a vraiment différents espaces à la fois naturels et cultivés. Donc c'est une balade d'à peu près 2h30, 3 heures sans problème. Excellent. Excellent. Et on recherche quand même les fleurs qui vont être pollinisatrices ou est-ce que à un moment donné c'est juste un jeu de couleurs où on cherche à avoir des fleurs qui vont La diversité, comme les célosies qui sont là, j'ai envie de Ouais. dire que bon, c'est même si on le voit bien que c'est pollinisé, il y a du monde dessus, mais la recherche elle est comment là? Alors, elle est pour répondre souvent au sujet, c'est-à-dire que là, par exemple, on est dans les plantes cristées, donc on va mettre la célosie. Donc là, c'est plutôt Cristé, d'accord. ce Le feuillage, fasciation, cristation. Ouais. Donc on répond à une envie de transmettre une idée, un message, de transmettre une curiosité. D'accord. Mais on a aussi, bien sûr, avec la diversité de tout ce qu'on a, eh bien, beaucoup de pollinisateurs. On a même des ruches dans le bas de la prairie. Très bien. Donc on est, sans trop se forcer, assez riche en fleurs nectarifères pour avoir une bonne pollinisation. Alors là, on est sur les griffes du diable qui sont dans la partie plutôt des carnivores. Et les griffes du diable, celles-ci, les Proboscidea, Martinia, Ibicella, sont des proto-carnivores. C'est des plantes qui sont en train de devenir carnivores ou en train d'abonner leur statut de carnivore. On ne sait pas exactement. En tout cas, elles piègent sur leur feuillage, on voit bien quelques insectes. D'accord. Mais les scientifiques, apparemment, ont observé qu'elles n'étaient pas capables de les digérer comme les plantes carnivores qui sont à côté, les Saracénies, les Drosera et autres. Et donc là, on parle plutôt des mœurs curieuses et on pense que la tomate, pour les scientifiques, fait partie des proto-carnivores. Donc elle serait probablement en train, elle aussi, potentiellement, de devenir carnivore. Mais au niveau du feuillage, moi, j'étais presque à me dire, on retrouve un massif de courges. Et non, on est sur une plante totalement différente, quoi. Totalement différente. L'Ibicella, entre autres, peut être comestible, mais le sujet ici, c'était de parler du carnivorisme et de faire ce parallèle avec la tomate. Là encore, plante ornementale et légumes, et de se dire que la tomate, potentiellement, dans son évolution, pourrait devenir une plante carnivore. Incroyable. Et donc là, on a fleur de lune. Une fleur de lune, une plante qui va fleurir la nuit. Et donc du coup, là aussi, en termes de mœurs, ça dit quelque chose. Ça dit que tout le monde n'est pas pollinisé par les abeilles en pleine journée, parce qu'on parle toujours des abeilles comme emblème de la pollinisation. Mais n'oublions pas les papillons de nuit, qui eux vont polliniser des fleurs plutôt blanches, comme cette hypomée-là, parce que le blanc reflète la lumière de la lune, ça permet de mieux être repéré. Et ça nous fait un parallèle tout trouvé pour parler des lagenaria, les calebasses, qu'on appelle aussi les gourdes, qui sont un des emblèmes du potager extraordinaire, et qui, elles aussi, ont exactement les mêmes stratégies. Bon, là, on trouve nos copines. Là. Ah voilà, là on est sur une courge, vraiment. La galeuse d'Ésine. Alors, galeuse, pas au début, on voit que le fruit est complètement lisse. Et les verrues vont apparaître un petit peu après. C'est ça, un gale, on est sur cette déformation d'un champignon qui se met et qui crée... Alors, la gale en tant que telle. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est son surnom, galeuse, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Galeuse. Et on l'a mis ici dans une thématique plutôt liège. C'est pour ça qu'il y a le chêne-liège, ça, un fusain ailé. On a mis ici en scène des plantes qui ont la capacité de créer une peau plus épaisse qu'on peut qualifier de liégeuse. Voilà. Intéressant. Et peut-être qu'on va trouver ici des fleurs mâles et des fleurs femelles. Ah, il y en a une là, voilà. On en a une là, tout au bout. Comment les dissocier, à part le fait qu'on voit le fruit qui se prononce? C'est uniquement, effectivement, la seule chose, si on les met bien à côté, on voit bien que la fleur mâle, elle, n'a pas le petit fruit, alors que la fleur femelle a déjà le petit fruit. Mais ça, c'est à quel stade elle va être pollinisée? Parce qu'il faut quand même que la fleur s'ouvre. Et bien là, elle est en train de s'ouvrir, on est tôt le matin, donc du coup, d'ici 1 ou 2 heures, elle va vraiment s'ouvrir. Un bourdon va souvent venir chercher le pollen qu'on trouve dans la fleur mâle. Donc là, on n'a que des étamines avec du pollen. Donc les deux fleurs sont bien sur la même plante, hein, ce n'est pas deux plantes différentes, on est sur la même plante avec deux types de fleurs. Et il va prendre le pollen ici, et il va le mettre sur le pistil qui est à l'intérieur de cette fleur femelle qui, elle, contient du coup l'ovaire dans lequel il y a les ovules, et les ovules, en fait, ce sont des graines. Donc cette boursouflure existe avant d'être pollinisée. Bien sûr. Et en fait, c'est après la pollinisation qu'elle va se développer et qu'elle va se transformer en fruit. C'est ça. Parce qu'on a souvent envie de dire que ça y est, ça a été pollinisé. C'est pas gagné en fait. Ah non, il va falloir attendre une bonne semaine et être sûr que le fruit ne jaunisse pas. S'il jaunit, c'est fichu.
Ouais. Et donc, j'entendais tout à l'heure votre problématique de se dire, est-ce qu'il faut plusieurs courges? Eh bien, effectivement, plus on aura de pieds de courge et plus on aura de chances d'avoir du pollen en conséquence le jour où la fleur femelle est ouverte pour pouvoir avoir cet échange nécessaire à la fécondation et du coup à la formation du fruit. Ouais. Ma tendance qui était de dire, bon, je suis déçu parce que je trouve que j'ai pas assez de courges sur les pieds que j'ai. Est-ce que ce serait aussi d'amener des fleurs pollinisatrices? Ou en fait non, ça sert à rien parce qu'il faut que ça soit vraiment l'échange sur le même pied de la plante. Exactement. C'est ça. Voilà. Si on attire avec des pollinisateurs, ça peut peut-être donner des chances qu'il y ait du monde dans le coin le jour où. C'est ça. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas les détourner avec une plante qui serait peut-être plus appétente et du coup qui les détournerait de ce chemin-là potentiellement. Ah oui. Bon, c'est rare, nous on n'a jamais eu ce cas-là. Par contre, les cas qu'on peut avoir, c'est qu'au moment où la fleur femelle est ouverte, eh bien, parfois il y a un déficit effectivement en fleur mâle et on n'a pas la pollinisation qui se fait. Et attention, toutes les courges ne se pollinisent pas toutes entre elles. C'est ce que j'allais dire, parce que d'amener plusieurs pieds de courge différents, butternut, la muscat de Provence ou autre, est-ce que les croisements vont fonctionner? Non, pas du tout en fait. Alors, l'exemple que vous venez de donner fonctionne. Butternut et muscat de Provence restent des Cucurbita moscata, donc on peut les croiser. Attention, parce que les graines qui seront issues de ce croisement-là ne donneront ni des butternuts ni des muscats de Provence. Donc ça, c'est souvent l'erreur que font les gens en récoltant leurs propres graines. Et ensuite, eh bien, les courgettes, elles, vont s'hybrider avec tout ce qui est Cucurbita pepo. Donc les courgettes vont s'hybrider avec les spaghettis et avec tout un tas d'autres variétés de courgettes, de pâtissons ou autres. Et là, la pollinisation va permettre de former des fruits. Et on a ensuite les maxima, les petits marrons, le potiron géant et tout un tas d'autres grosses courges, la rouge vive des tempes et autres. Et elles peuvent aussi se croiser entre elles. Donc c'est bien dans ces trois catégories qu'il faut multiplier le nombre de pieds pour être sûr que le croisement, au moins, déjà on attire les pollinisateurs qui restent bien, et puis même s'ils passent une fleur à l'autre, autant rester dans ces espèces de la même famille, en fait, pas de la même famille. De la même espèce, effectivement, c'est ça. Très bien. Ok. Alors des fois, je vois aussi des feuilles qui montent très haut et autres. Là, on est assez régulier au niveau du feuillage. Est-ce que déjà c'est le côté variétal ou c'est le fait qu'il y a beaucoup de place, donc elles peuvent s'étaler, elles ne se font pas concurrence et elles ne montent pas Alors c'est une histoire de vigueur, effectivement. Alors c'est variétal, toujours cette prédomination génétique pour ces courges-là, mais en termes de vigueur, ça va être plus elles auront à manger, plus elles auront un feuillage généreux, gros et assez haut. Alors, donc ma question venait aussi à dire, de plus en plus, les jardins étant de plus en plus microscopiques, on cherche à les faire monter. Est-ce qu'il y a une sélection qui se fait est-ce qu'il y a des types de plantes? Moi, je sais que c'est la muscat de Provence et la butternut, j'ai cherché à les faire monter. La vive des tempes, je l'ai mise au sol. Est-ce que vous êtes dans la même approche? Est-ce qu'il y a une recherche également Alors, on a les courges coureuses et non coureuses. Donc, les non coureuses qui vont prendre 1 mètre carré et être un peu ramassées. Donc, on a les courgettes, les pâtissons, des choses comme ça, qui sont peu coureurs et qu'on peut mettre dans un petit jardin. Sinon, je vous montre ma solution. On y va. Donc, voilà ma solution. Voilà. Excellent. Excellent. C'est une idée que je voulais développer, cette approche de demi-arche. Alors, je me suis vraiment inspiré de ce que font les Anglais. Les Anglais ont souvent cette petite paroi oblique qui leur permet d'avoir les courges suspendues. Et je me suis dit, c'est vachement intéressant comme principe avec l'orientation du soleil parce qu'on s'est à peu près axé sur l'inclinaison du soleil pour se dire que le pied est légèrement à l'ombre avec l'inclinaison et on peut quand même faire pousser des légumes sous les courges et les courges au-dessus qui font un petit peu d'ombre. Donc du coup, on a double production. C'est vraiment l'orientation que je vais prendre l'année prochaine parce que j'ai voulu le tenter. En fait, pour la petite histoire, j'ai recyclé une balançoire. Donc j'ai gardé les montants et en me disant, je vais jouer avec. Alors, le point important que vous venez de dire, c'est la fraîcheur au pied. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de garder. En ces moments de grande chaleur, effectivement, on essaye d'éviter d'avoir trop de chaleur qui arrive de partout. On essaye de faire au maximum des ombres portées, d'avoir une plante qui n'est pas 100% au soleil toute la journée, parce que des étés comme on a eu l'an dernier avec des canicules, les courges souffrent beaucoup de la chaleur. Donc, même s'il y a de l'eau au pied. Même s'il y a de l'eau, Donc on a cette ouverture. Est-ce que le fruit a besoin de soleil
pour venir vraiment à maturité? Parce qu'il arrive souvent qu'on voit des arches complètes, en fait, et donc tout est à l'ombre. Oui. D'ailleurs, je crois que dans l'ancien potager, c'était tout à l'ombre, non? Il n'y avait pas un Alors, tunnel? on a le fameux tunnel des On gourdes qu'on l'a a encore, toujours, on va le voir. Très effectivement, bien. et effectivement, ça reste assez ombragé. Mais il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de lumière pour D'accord. que ça mûrisse très vite. Ça mûrira un petit peu plus lentement, caché par le feuillage, mais je pense que c'est même une stratégie naturelle. On a parlé tout à l'heure des feuillages hauts. Oui. C'est un feuillage qui va permettre de faire un effet parasol sur le fruit, qui va pouvoir grossir sans avoir une peau qui durcit. C'est une des stratégies dans le concours des fruits et légumes géants. On met d'abord un petit gant de toilette quand il est tout petit, Oui. ensuite une serviette de bain, et ensuite la D'accord. couette. Et en fait, Excellent. on couvre le fruit parce que plus la peau est tendre et moins elle voit le soleil, plus elle a une capacité à grossir Ah oui, facilement. le Donc, fait qu'elle durcisse fait que ça limite sa croissance Ah et son expansion. Et probablement que naturellement, dans la nature, les courges ont leur feuillage un peu plus haut au-dessus des fruits, pour cette raison-là, pour permettre aux fruits de mûrir peut-être un peu plus lentement que s'il était en plein soleil. D'accord. Alors j'en vois des magiques là. Est-ce qu'on est sur des fruits comestibles également? Tous ces fruits qu'on a là? Tous ces fruits sont comestibles. Tous ces fruits Là, sont c'est comestibles. simplement un petit marron. Hein. Oui. Voilà. Là, on est sur une longue de Nice. Oui. Voilà. Les Pink Jumbo Banana. Voilà. Pink Jumbo de banana. Les J'adore ce nom. coloquins ne sont pas comestibles, par contre. Oui, exact. Voilà. Et c'est même dangereux dans Oui. un sens. Oui, parce que la confusion peut être rapide et. Alors, il y a cette confusion, et puis il y a le côté, comme c'est une pepo, on l'a dit tout à Oui. l'heure, il Oui. faut être dans les mêmes espèces. Oui. Elle est de la même espèce que les courgettes, que les courges spaghetti. Si on a une coloquinte dans les 500 mètres aux alentours qui risque de s'hybrider avec ces pépins de courge ou autres, eh bien, l'année d'après, quand on ressème sa courgette, on aura un hybride entre coloquinte et courgette. Et ce fruit, même s'il ressemble à une courgette, contient des toxines qui peuvent être vraiment assez dangereuses. On a quelques cas de personnes qui perdent tous leurs cheveux, par exemple, suite à la consommation d'une courge comme ça. D'accord. Alors donc la vigilance, elle va être comment? Alors, S'il y a une amertume, c'est souvent ça. S'il y a une amertume sur le fruit, surtout sur une courge, on s'arrête, évite de la consommer. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas d'autre moyen de le savoir? Ou alors l'idée numéro 1, c'est de dire pas de coloquinte dans un jardin potager? Alors, si, des coloquins dans un jardin potager, pas de problème, mais si vous récoltez vos propres graines et que la pollinisation est libre, avec d'autres courges, D'accord. attention. C'est là. La vigilance, c'est récolter ses propres graines. Voilà, c'est ça. Sinon, amusez-vous à cultiver ça, c'est absolument... Ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est sublime. Voilà. Non. Pas de crainte si vous l'avez la même année, c'est si vous récoltez vos graines et que vous les ressemez l'année d'après, là, il y a un danger. Le classique? Le classique oïdium. Le classique oïdium. Est-ce que c'est l'humidité de la semaine dernière? C'est ça. On a un temps humide cette année qui est propice à l'apparition de ce champignon. Alors, si on veut faire des traitements simples, on met parfois du lait demi-écrémé ou écrémé, on va dire 50% d'eau, 50% de lait, et on le pulvérise 2-3 fois la semaine. Ça permet d'éviter un petit peu l'oïdium. On peut aussi soufrer en mettant du soufre. C'est à faire avant. C'est-à-dire qu'on sait que la météo, on sait que la météo tourne, hop là, on fait le traitement. C'est ça. Et même avec une bonne volonté, si la météo est contre nous, eh bien malheureusement, on ne peut pas lutter parfois contre la nature. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a un retour au beau temps et au sec, eh bien, ça va calmer ce champignon-là, qui va limiter sa croissance. Ça ne va pas le stopper, ça ne va pas vraiment le faire disparaître, ça va juste le ralentir. Et du coup, on a la chance de pouvoir encore avoir une végétation, je pense, pendant un mois et demi, sans problème. Alors, ça veut dire que ces traitements que vous avez mentionnés dans tant avec le lait que le soufre, vous le faites? C'est quelque chose que vous êtes vigilant? Il y a 15 jours, par exemple, vous avez traité ou Alors, on va mettre du soufre, le lait, effectivement, 2-3 fois par semaine. Parfois, même nous, avec la charge de travail qu'on a aujourd'hui, on n'a pas toujours le temps de bien le faire. On n'est pas toujours les meilleurs élèves. Mais effectivement, on essaye chaque année de tester des protocoles pour voir quel protocole va être le plus intéressant à faire. Et au fur et à mesure des années, on essaye d'expliquer aux visiteurs ce par quoi on est passé, et on se nourrit même des visiteurs parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent et qui ont plein d'expériences très riches à nous apporter. Donc le pied a tourné comme ça, la feuille va tomber d'ici quelques semaines, semaines. Est-ce que c'est gênant pour la plante? Est-ce que ça l'affaiblit énormément? C'est ça, moins elle aura de feuilles, moins elle aura de capacité à produire de la nourriture et à produire des fruits. Et le côté esthétique chez nous est aussi important, donc du coup, effectivement, ça détériore un petit peu l'esthétique de la plante. Voilà, je vois qu'on est devant un fruit qui a vraiment besoin d'être supporté. Voilà, la tige a commencé à casser, donc on a dit on préfère prévenir que guérir. Excellent. Voilà. C'est le fruit relax, les hamacs pour fruits. Donc là, on voit bien qu'il y a
des environnements peut-être plus exposés ou Alors là, on a un sol beaucoup plus fin et probablement une courge qui est beaucoup plus sensible Ouais. à la maladie. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que pour l'année prochaine, cette courge n'aura pas sa place dans le potager? Exactement. Ouais, Voilà. ça fait L'expérience partie. dit que celle-ci, elle n'est pas au bon endroit ici. Je pense qu'ici, l'année prochaine, ce qui serait intéressant de tester, c'est aussi un peu de haricots, parce que Oui. les haricots peuvent tout aussi bien pendre, Ah tout oui, comme les concombres complètement. et d'autres plantes. Donc, on va probablement diversifier un petit peu la structure pour que ce soit un peu plus sympa. Oh, la paille. Je me suis toujours dit, mais pourquoi faire sur de la paille? C'est tellement drainant, c'est tellement... C'est ça, c'est pas l'endroit le plus humide. Mais ça marche quand même plutôt Ouais. bien. Et donc là, la sélection, ça a été quoi? Ça a été mettre des... Non, parce qu'en fait, la tomate, elle a besoin d'eau, elle a... Alors l'idée toujours, c'est de tester, c'est de se dire C'est de tester. si c'est moche, c'est intéressant pour nos visiteurs, c'est de se dire on montre tout ce qui est possible de faire, le bien comme le moins bien, et on essaye d'expliquer à la fois les réussites mais aussi les échecs. Donc on met un panel de plantes à peu près identique dans chacune des méthodes de culture qu'on D'accord. présente dans le potager expérimental. Donc là, on a la paille, vraiment le ballot de paille. Voilà. Là, on a La butte sandwich. la butte sandwich. Alors, ça veut dire qu'il y a des couches de quoi? Alors on n'est pas sur les lasagnes avec des couches, on est plutôt avec un cœur avec des troncs et des branches. On a le schéma ici Ah oui, d'accord. qui nous Ah d'accord, explique donc comment en fait, c'est fait. d'accord. Donc ça aide à avoir du champignon qui s'est développé en dessous. C'est ça, c'est d'humidité. et un drainage aussi parce qu'on a ces Ouais. branches mises qui normalement drainent un peu tout ça. Une décomposition plus lente de la matière organique enterrée. Alors ça va à l'encontre psychologiquement de ce qui normalement c'est parce que de la matière organique enterrée normalement ne se décompose pas. Ouais. Mais la littérature nous dit que ça peut fonctionner, donc on teste. J'avoue que année 1, ça fonctionne bien. On a testé jusqu'à Ça l'année 4. Ah oui, ça c'était avant dans notre précédent potager. Ça. Oui, alors Ouais. on a essayé 4 ans dans l'ancien potager, ça fonctionnait bien aussi. Donc D'accord. preuve est que c'est pas du tout une mauvaise solution. Sepp Holzer, qui utilise ça en Autriche, lui monte jusqu'à 4 mètres parfois sur ses buts, donc il met vraiment parfois des troncs très conséquents. Et ça lui permet d'avoir un phénomène comme en montagne, d'adret et du bac. Donc on voit bien qu'on a une face au soleil Ouais. et l'autre face beaucoup plus à l'ombre, Ouais. ce qui permet d'étager un peu plus aussi les légumes. Ceux du haut vont être aussi beaucoup plus drainés que ceux d'en bas qui vont avoir beaucoup plus d'eau. Et ça permet de créer des micro-milieux propices à la culture de tel ou tel légume. Donc là aussi, on a une approche écologique, en quelque carrément, sorte, du potager, Carrément. en termes de compréhension des milieux. C'est le carré potager et fait sur une butte en fait. On C'est ça. a cette diversité. Et le carré potager, justement, là, juste derrière. Ah, voilà, juste là. Bon, ils sont plus garnis que les miens. Bon, déjà parce que je mets pas de chou. C'est déjà une erreur pour avoir un beau carré potager. Oui, voilà. Avec puis le après, chou amène un feuillage qui est quand même... c'est ça. L'exubérance. magique, Voilà. ouais. Alors, il faut éviter quand même. Là, on s'est testé un melon. On voit qu'il a fonctionné. Hein. Ouais. On a pu faire un melon. Mais on évite de faire des courgettes ou des choses beaucoup plus grosses parce que du coup, tout de suite, ça prend beaucoup trop de place. Ou alors, si on avait mis une courgette, on l'aurait mis sur le bord Sur le bord. qu'elle puisse courir ensuite sur le grillage. Ouais. Ça aurait été plus Ouais. sympa. Donc il y a un jeu dans le carré potager de chercher quand même à sectoriser. On a fait nos petits carrés. C'est ça. Et il y a une plante par carré, quoi. Une plante par carré. Et Ouais. si on pousse le bouchon encore plus loin, on essaye de faire des associations Oui, c'est ça. qui permettent soit de céder ou de faire pousser. Voilà. Nous, on n'a pas encore été jusque-là parce qu'on n'a pas pris Ce le temps. jeu d'association dont on parle me fait venir sur l'assolement. Est-ce qu'il y a une rotation des cultures qui se fait aussi Exactement. sur tout le potager? Alors, pas sur tout le potager, parce que comme on est sur une diversité tellement importante, naturellement, elle va se faire dans le potager. Vous allez voir Ouais. que tout est mélangé, malgré que ce soit en ligne, eh bien, on a vraiment une grosse diversité. Ici aussi, on voit bien qu'on a vraiment plein de plantes différentes les unes à côté des autres. Par contre, les tunnels, eh bien, eux, ça va être le challenge chaque année. Il va falloir changer. Des courges, on va passer aux tomates et des tomates aux courges. D'accord. Et on a même pour prévision de faire un 3e tunnel pour avoir une rotation sur 3 ans. Alors, avant d'aller voir nos tunnels, là, il y a une petite curiosité. Oui, la roue du compost. La roue du compost. Alors, on a le compost juste à côté. Et l'idée, Ouais. c'était sur une idée qu'avait développé Rustica il y a quelques années, D'accord. le magazine. Eh bien, Ouais. on avait cette roue avec à la fois les éléments, donc la cendre de bois, les noyaux de fruits. Et puis, dès qu'on arrive, hop, on a la petite indication vert, orange ou rouge qui nous dit c'est bon ou pas bon. D'accord. Et avec un petit commentaire sur est-ce que je dois le mettre dans mon compost ou pas. Du coup, c'est un moyen assez ludique Ah, c'est génial. d'aborder le compost. Et c'est alors voilà, je vois cheveux, poils, déchets de tomates, déchets de thon, pardon.
Donc, est-ce qu'on parle des couches également? Parce qu'on parle souvent que dans le compost, il faut... Là, on ne parle pas forcément de la D'accord. manière dont on le fait, mais on parle de ce qu'on peut mettre à l'intérieur. On est D'accord, plutôt sur une ok. approche pédagogique Ok. de je suis devant ma poubelle ou Qu'est-ce devant que je mon mets ou compost, qu'est-ce que je mets pas? carrément, et puis est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas. Voilà. Donc là, par exemple, noyau de fruits, il conseille plutôt avec modération. Et puis là, je vois encore une approche de nos jardins modernes, parce que le côté pot, pour moi, est très important. On a essayé nos pommes de terre en pot. Ouais. Elles sont pas aussi belles que ça, les miennes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a augmenté, mais il va Ouais. falloir qu'on augmente encore un peu plus. L'idée, c'est de se dire qu'on a beaucoup de touristes qui viennent ici, qui ont plutôt un balcon, une terrasse, qui exactement. sont en milieu urbain. Exactement. Et du coup, c'est de leur dire, vous pouvez faire des pommes de terre dans des sacs. Donc c'est simplement des vieux sacs de terreau retournés. Hein. Ouais, On plante la pomme de terre quand il y a peu de terre. Ouais. Et ensuite, au lieu de buter cette action de ramener de la terre Oui. par-dessus, eh bien, on rajoute du terreau au fur et à mesure et on D'accord. remonte le sac. Et du coup, une fois que le feuillage est fané, ouais, c'est la pommes de bonne terre astuce, parce que moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Et je me disais effectivement, mais comment j'ai fait l'erreur? Enfin, j'ai planté un conteneur, hein, d'accord. mais en me disant, je vais faire sur les côtés. Et donc, j'en ai planté sur les côtés. Alors, je vais observer d'ici 15 jours, 3 semaines. Je pense que c'est là où je vais commencer à les récolter. Mais je crois que cette approche est nettement mieux d'avoir le sac qu'on fait progresser au fur et à mesure où on veut rajouter, puis effectivement, les buter. Exactement. Et l'expérience dit que voilà, c'est très facile de récolter quand même des pommes de terre en faisant ça. Alors, moi, c'est pas du terreau que je vois là, c'est presque du paillage. On a un peu de tout. Ouais. On a à la fois du terreau et un peu de paillage, suivant ce qu'il y avait sous la main. L'idée, c'est de couvrir et d'augmenter la couche. On fait attention surtout au drainage, parce que souvent dans le sac, il a tendance à se boucher. On se retrouve vite avec un sac plein d'eau. Et la pomme de terre n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Voilà. Donc du coup, c'est bien troué en dessous. Voilà, si vous regardez bien, ils sont micro-perforés. Oui, d'accord. Voilà. Donc on fait des petits trous. Ouais, ils sont superbes. Bravo. Voilà. Une autre chose qui m'intéresse, c'est la petite cascade colonne qui est là, très moderne. Enfin, c'est très contemporain. On en voit de plus en plus. Ouais. Bon, je peux pas dire qu'ils sont bien développés, les plants qui sont dedans. Non, effectivement, c'est très jeune et c'est les nouvelles qu'on vient de mettre dedans. Mais par contre, effectivement, ça demande une approche et une expérience pour vraiment bien s'en servir, parce qu'il faut maîtriser à la fois la nutrition qu'on a à l'intérieur, maîtriser les plantes qui fonctionnent dessus. Il ne faut pas de soucis électriques pour que l'eau ne s'arrête pas et du coup qu'on ait un phénomène de sécheresse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas nous encore très bien. Mais c'est une bonne alternative. On a été voir sur Paris quelques exemples de fermes qui se développent sur des toits de cette manière-là et qui fonctionnent plutôt bien. Donc on est comme le maraîchage intensif, on va dire, c'est l'eau qui a tous les éléments nutritifs. Effectivement, là on est vraiment sur et on est dans un système fermé, là, dans l'exemple qu'on a. Est-ce qu'on remet de l'engrais régulièrement? Est-ce qu'on se dit, l'engrais a été mis, admettons, au début juillet. Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les 15 jours? Et ben c'est là d'où l'expérience doit nous aider. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, dans l'idéal, avoir les outils qu'on a désormais, qui sont des outils qui testent la conductivité de l'eau, qui testent la quantité d'engrais qu'il y a à l'intérieur, et de corriger à la fois le pH, à la fois l'apport en minéraux. C'est pas aussi mathématique qu'une fois par semaine. C'est observer, mesurer vraiment les choses. C'est beaucoup plus fin. Et c'est pas, à mon avis, aussi facile pour des amateurs que pourrait l'être la culture en pot. Je l'ai vu dans une ferme aquatique, d'utiliser justement les déjections des poissons. Vous l'avez. Alors on la voit. Il y a tout ce que vous voulez. Excellent. Donc c'est l'expérience qui est là. Alors malheureusement, il n'y a pas assez de poissons. Il n'y a pas assez de poissons. Waouh. Tout ça est alimenté avec l'eau. Alors là, il y a les deux approches. Il y a justement en dualité l'aquaponie avec les poissons. L'aquaponie est là. Alors on voit que les poissons sont tout petits. Voilà. L'aquaponie avec les poissons. Et donc ce module-là est nourri par l'aquaponie. D'accord. Et l'hydroponie. L'hydroponie. Qui est vraiment à part et qui est sur le même système que la tour. D'accord. Donc ça, c'est uniquement nourri avec les déjections des poissons. C'est ça. Donc ça, c'est rangé là. Là, il y avait une approche de... C'est l'eau filtrante, en fait. C'est quoi là? En fait, il y a deux manières de cultiver quand on fait cette technique-là. Soit à l'horizontale, soit à la verticale. Donc là, on avait des plantes. Là, il faut rajouter la prochaine série. Oui. La première série a été en fin de vie. D'accord. Donc du coup, l'idéal, c'est quand même de mettre des légumes feuilles, basilic, salade, etc. Les légumes fruits ont plus de mal à trouver leur équilibre avec les déjections des poissons. D'accord. Et ça demande une compétence un peu plus affinée.
Donc c'est beaucoup plus facile de se dire on se contente plutôt laitue D'accord. et puis même D'accord. éventuellement un peu de chou et des aromatiques comme les basilics. D'accord. Ouais. Donc l'aquaponie avec l'eau nourrie par les déjections des poissons et l'hydroponie. L'hydroponie, donc c'est vraiment un système plutôt, on va dire, conventionnel. Oui. C'est la manière dont on pousse la majorité des tomates industrielles qu'on trouve en supermarché ou C'est ça, donc comme on vient de le voir, c'est l'eau, les éléments nutritifs sont mis dans l'eau. Voilà, c'est ça. Puis, on a des petits paniers avec des racines qui baignent dans une eau qui circule et dans cette eau-là, eh bien, il y a des minéraux qui sont ajoutés. Alors on peut mettre du chimique ou de l'organique. Oui. Là aussi, c'est une histoire de choix. Bien sûr, c'est plus facile avec du chimique parce qu'on maîtrise beaucoup mieux les choses. Avec de l'organique, c'est parfois un peu plus aléatoire, mais ça fonctionne aussi. Ça a été planté il y a combien de temps pour qu'on se donne une Alors là, idée? ça a été renouvelé il y a à peu près 3 semaines. Ça a été renouvelé, donc il y a une récolte qui a déjà été faite. Oui. D'accord. Oui. Donc ça veut dire qu'en combien de temps je vais avoir un légume décent, une salade Alors décente, c'est très aléatoire. Une salade, on va dire que c'est un cycle qui fait un mois et demi maxi. D'accord, comme en pleine terre en fait. Comme en pleine terre. On Ok. est vraiment, enfin, un peu plus rapide en termes de croissance quand même, si on maîtrise bien les éléments sur cette technique-là, à mon avis. Mais sinon, on est sur à peu près les mêmes cycles qu'en pleine terre. Ok. Ça mérite encore Oui. peaufinement parce que du coup, on n'est pas des experts du hors-sol, on est plutôt des experts du sol. Oui, mais comme on le dit, c'est tellement intéressant pour tous les contextes qui arrivent maintenant de villes et de terrasses, de balcons, où on n'a pas forcément le choix. Et si on veut avoir quelque chose de beau et de productif, il va falloir chercher des astuces comme ça. Exactement. La serre bioclimatique. Donc c'est là où se passent toutes les animations du potager extraordinaire. Alors on a des animations autour du thé, du café, avec des animations aussi autour de quelque chose de plus artistique, des collages de graines, créer des étiquettes, créer des cache-pots. Excellent. On a vraiment une approche aussi ludique et interactive en famille pour pouvoir accueillir. Donc là, tout le monde peut venir et puis c'est des créneaux horaires dans la journée ou il faut réserver, Il y a des créneaux horaires, voilà, des créneaux horaires avec des thématiques particulières pour que les familles se retrouvent et arrivent à faire un échange intéressant, soit artistique, soit autour de l'alimentation. Alors nos tunnels, wow. Le fameux tunnel de Gourde. De Gourde. Waouh. Voilà, l'emblème du potager extraordinaire depuis 25-30 ans. Extraordinaire. Là, le mot est bien choisi. Alors, est-ce qu'on est sur une année où ça a été productif ou pas trop? Est-ce qu'à un moment donné, c'est à voir le nombre de fruits qui descendent qu'on se dit, ouais, ça a été une belle année? Alors, c'est une année bien productive quand même, vu la quantité de fruits, on est plutôt bien, mais vu le feuillage, on a eu un déficit en engrais et en arrosage qui fait qu'on aurait pu faire encore mieux. D'accord. Voilà, on a testé un petit peu notre sol, voir comment il répondait en termes d'arrosage et on a peut-être sous-estimé l'arrosage. D'accord, parce que vous pensiez que c'était un sol humide et qu'il ne fallait pas surdoser. Et bien en fait, l'extérieur était assez humide, gardait bien l'eau, mais ici sous serre, probablement que la plante a absorbé plus d'eau qu'on imaginait. Donc on a peut-être raté un petit peu quelques arrosages. Donc absorber plus d'eau, ça veut dire qu'elle l'aurait pas retransmis dans son feuillage? C'est quoi le... Si justement, le feuillage et l'exubérance, une gourde ça pousse très très vite, hein. Parfois, ça pousse de 10 cm par jour sans problème, en pleine croissance. Donc, ça évapore beaucoup d'eau et probablement qu'elle a puisé beaucoup plus d'eau qu'on l'imaginait dans le sol et qu'on aurait dû lui apporter à ce moment-là plus d'eau. Donc, on est en train de corriger un petit peu ça. Il y a un apport aussi en engrais, je pense, à faire en cours de saison pour pouvoir assurer une bonne croissance. Mais globalement, on est assez content. Oui, l'effet reste toujours waouh. Ça, c'est clair. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas louper ici, c'est surtout de bien laisser ouvert la nuit les ouvrants pour que les papillons de nuit puissent venir faire la pollinisation. Parce que s'ils ne viennent pas, il n'y aura pas de fruits. Voilà. C'est le problème aussi de la serre. Donc papillons de nuit, parce que ce sont les seuls qui sont vraiment efficaces sur Exactement. les Alors, cucurbitacées alors pas sur les cucurbitacées, sur les laginarias. Les laginarias, sur le fruit gourde. Voilà, sur la gourde. Je ne sais pas si j'ai une fleur à vous montrer, ça serait bien. Tac. Et donc effectivement, les fleurs sont blanches. Blanches, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'effet d'attirer la lumière de la lune.
C'est ça. On reste toujours cette approche Pour être bien vu la nuit. bien vue la nuit. Et la majorité des autres courges sont avec des fleurs jaunes. Oui. Voilà, les citrouilles, Oui. les coloquintes, les courgettes, etc. Et il y a une odeur qui se dégage aussi pour le papillon de nuit ou... Légère, je trouve aussi. Ah oui. Ouais. Ah oui, très agréable. Ok. Donc, papillon de nuit, c'est ce qu'il faut pour les fruits gourdes que l'on a là. Et parce que là, pourquoi, je veux dire que là, il y en a plein, et là, il y en a moins. Exactement. Et bien, figurez-vous que c'est la question qu'on s'est posée cette année. Pourquoi à partir de la moitié du tunnel? Et en fait, il y avait vraiment très peu de fruits, alors que là, ils sont en train de se former. Donc, il y a un retard de croissance sur cette partie-là. Peut-être que ça vient du sol, parce que il y a une moitié du tunnel qui a été plus terrassée que l'autre. Ouais. Et peut-être que la qualité du sol n'est pas la même sur la moitié du tunnel et l'autre. Donc là aussi, c'est les années qui vont faire en sorte que le sol va s'équilibrer et s'homogénéiser. Peut-être qu'il faudra qu'on travaille différemment sur la moitié d'un tunnel et l'autre. La première année nous indique vraiment, c'est vraiment bio-indicateur de mettre ces plantes-là. Ce que je trouve fabuleux comme retour, c'est qu'on est vraiment en agriculture. Quand on développe un nouveau site, on n'est que dans l'observation. Et les angles, les courants d'air, les ouvertures, la terre, enfin voilà. C'est ça. On est vraiment toujours à se dire, bon c'est raté, mais on sait pourquoi. Enfin, on essaye de savoir. Pourquoi. Je reviens sur l'engrais. On a dit de rajouter de l'engrais. Est-ce qu'il y a un apport qui est fait pendant l'hiver? Est-ce qu'il y a des engrais verts? Est-ce qu'il y a une recherche également pendant l'hiver d'amener beaucoup de fumure, beaucoup d'azote? Alors, on a mis de l'engrais vert, effectivement, en premier lieu. Et ensuite, on a rajouté en plus du fumier. Parce que comme on a mis des copeaux, on avait peur d'une chose qui s'appelle la fin d'azote. Oui. Et qui est souvent créée quand on met du bois ou de la paille à un certain moment. Qui lui va absorber l'azote. Donc, du coup, et en plus de ça, ces plantes-là sont très gourmandes en azote. Donc, on a vraiment bien chargé quand même le sol pour que ça puisse pousser. On n'a pas de fin d'azote, on est très content. Et on est obligé d'apporter du paillage en conséquence pour limiter l'entretien. Oui. C'est vraiment une des contraintes vu la superficie qu'on a et pour aussi limiter les coûts d'entretien. La seule ressource qu'on a pu trouver, on va dire, économiquement viable et qui apporte aussi quand même de l'humus en décomposition, eh bien, c'est les copeaux de bois. C'est pas l'idéal, mais c'est un bon compromis. C'est ce que j'allais dire. Il y a peut-être des déchets qui pourront venir un petit peu compléter de feuilles mortes ou autres pour être moins demandeur d'azote que Exactement. Le copeau. Sur l'ancien site, on mettait de l'herbe tondue. Oui. On arrivait à détourner beaucoup d'herbe de la commune de la Motte-à-Char qui était un vrai partenaire sur l'herbe tondue qu'on mettait justement sous les copeaux, ce qui permettait d'avoir un équilibre carbone et azote plus intéressant. Sur on a eu ce site-là, on n'a pas pu. Il y a 15 jours, on a interrogé Yves Gillin qui fait de la permaculture au nord de la Loire-Atlantique et qui nous a fait une démonstration à nouveau de l'échange carbone et azote et passionnant. C'est quand même impressionnant. Aucun côté culinaire là-dedans. Hein. Si. Il y a quelques gourdes qui sont comestibles. Alors, surtout une italienne, le serpent de Sicile. On a la verruqueuse de l'île Maurice, qui n'a pas du tout un look qui donne envie d'être mangé, mais qui est comestible. Et il y a plein de développements de courges comestibles en Asie. On a beaucoup de variétés F1, même, développées en Asie pour ça. Mais la majorité des autres sont plutôt des gourdes qui servaient à faire des instruments de musique, des ustensiles de cuisine, des flotteurs pour la pêche, et puis de gourdes. De gourdes, pour boire. Exact. L'agena, le nom lagenaria en latin, l'agena en latin, c'est le flacon. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé lagenaria. D'accord. Pourquoi une petite barrière? Eh bien parce que je tiens particulièrement à celle-ci, qui m'ont été transmises par celui qui s'occupait de la collection de Saint-Rémy-la-Varenne, qui est la collection nationale de courges. Et celle-ci, on l'a cherchée depuis très longtemps, la XXL Deeper. Donc j'ai mis une petite épingle à linge parce qu'en fait, on a fait la pollinisation manuellement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'hybridation. Et donc les graines qui seront dans ces fruits-là seront des graines qui vont rentrer au conservatoire pour perpétuer cette espèce-là. Et donc, Monsieur Gacon nous a gentiment transmis ces graines-là et je prendrai soin de les multiplier et de lui en redonner parce que grâce à lui, on a pu retrouver cette variété-là. Alors, en même temps, je regardais, je voyais un serpent là. Oui. Elle est impressionnante. Alors, c'est un faux serpent. C'est une hybridation qui a mal tourné. D'accord. En fait, la boule est partie, mais c'est extraordinaire. Mais ça continue à pousser. En fait, c'est la même que celle-ci, mais qui n'a plus. Mais qui n'a plus le. Voilà, elle a cicatrisé, elle arrive quand même à pousser. Elle n'aura pas de graines, par contre, parce que les graines sont uniquement dans. D'accord. Ce que j'allais justement dire, ça peut être génial de la. Et non, c'est ma grosse frustration quand on fait les pollinisations dans le tunnel, c'est que le moindre visiteur qui abîme le fruit, eh bien, tout ce travail-là est perdu. Voilà. Donc, on fait bien attention de sécuriser pour que la tentation de toucher au fruit et de le casser soit la plus minimum possible et qu'on puisse. Pas facile, parce qu'on a vraiment envie de toucher.
Donc nos tomates. Les tomates. Des Bonjour physalis, Chacha. bonjour. Des physalis aussi. Alors c'est pas le physalis, ça Ah. c'est Nicandra. Ah d'accord. Ça ressemble beaucoup, c'est une oui. cousine, et le Nicandra aurait une utilité contre la mouche blanche dans certaines Ah. cultures de tomates, plutôt Intéressant. en milieu tropical. On l'utilise peu en Europe, mais dans la littérature, on voit qu'il a cette utilité-là. D'accord. Et les plantes de cette plate-bande-là sont des plantes compagnes de la tomate. D'accord. On retrouve Alors- notre tomate stick de tout à l'heure. Oui, exact. Ah oui, là on voit bien que le mildiou, Il est dessus. il est dessus. Donc on voit une nette différence d'être sous tunnel par rapport en extérieur. Ah oui, oui, c'est incroyable. Ah on oui. a récolté nos premières tomates ici le 1er juin. Le 1er juin, d'accord. Voilà, donc c'est très très tôt en saison. Planté à quel moment? Planté Mi-mars? Oui, voilà, mi-mars. Mi-mars. Mi-mars, sans chauffage. Hein, Ouais. on a planté dans ce tunnel-là et ça a eu une croissance vraiment intéressante, ce qui nous permet très tôt en saison de pouvoir accueillir le public et leur montrer déjà des tomates bien développées. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, elles poussent beaucoup plus vite, donc beaucoup Oui. plus haut. Oui. Et donc, du coup, on essaye de les C'est ce descendre que j'allais dire. grâce au porte-manteau. Mais parfois, on n'arrivera pas à tout gérer. Donc, ça va avoir une drôle d'allure peut-être en fin d'année avec un plafond plein de tomates, un petit peu comme les gourdes. Ouais. À suivre. Parce qu'à la Motachar, vous n'étiez pas sous le même type Et de... non, on a Ah souhaité développer la collection sous tunnel pour s'affranchir justement des traitements auxquels on était assujettis à la Motachar, parce qu'à la Motachar, le fait d'être à l'extérieur, eh bien, on attrapait très facilement le mildiou. D'accord. Une année comme cette année très pluvieuse, je pense qu'à la Motachar, on aurait presque perdu la collection et D'accord. on n'aurait plus rien eu à présenter. Ici, sous couvert, eh bien, on peut encore présenter les tomates pendant un bon moment. Pour moi, la culture sous serre était vraiment adaptée au nord de l'Europe, où effectivement l'humidité est un peu plus importante, l'ensoleillement moindre, la chaleur moindre également. Et dès qu'on va vers le sud, et pour moi, à la Vendée, ça y est, je commence à m'assimiler sur le sud, sur une chaleur, sur un ensoleillement plus important. Donc, est-ce qu'il y a une nette différence par rapport à la culture que vous aviez à la Motachar, en dehors du risque effectivement d'été humide? Est-ce que toute région peut en fait se mettre sous tunnel, ou est-ce que vous recommandez en fait même le Midi peut être sous tunnel? Alors, je connais mal le Midi, donc je Ouais. ne pourrais pas vous conseiller à ce point-là, mais effectivement, dès qu'on est sous tunnel, on s'affranchit de la pluie et de l'humidité plus que si on était à l'extérieur, et on multiplie nos chances par D'accord. 2 ou 3 d'avoir des cultures beaucoup plus saines. D'accord. Toutes les cultures qu'on fait dans nos parcelles d'agriculture biologique qu'on produit derrière Ouais. sont toutes faites sous tunnel parce que c'est beaucoup plus facile de maîtriser les choses, et en agriculture biologique en tout cas, quand on n'a pas de produits à mettre, comme ce qu'on fait ici dans ce tunnel-là, eh bien on maîtrise beaucoup mieux la chose D'accord. qu'à l'extérieur. Je vois les feuilles assez refermées. Alors, Est-ce que c'est on cherche chaque année, D'accord. parce que c'est vrai que à force de l'entendre par les visiteurs, on se pose la question là aussi de est-ce qu'on arrose suffisamment ou pas. Ouais. Pour moi, on arrose suffisamment, mais il y a ce qu'on appelle l'enroulement physiologique de la tomate aussi qui existe, avec des variétés qui s'enroulent plus que les autres. Voilà, moi, je n'ai pas le niveau d'expertise pour m'assurer que ce soit uniquement l'enroulement physiologique. D'accord. Là aussi, ça demanderait une expertise. Parce que là, elles le savoir. sont toutes. Moi, j'aurais Presque toutes. ça, je me dirais, ah, Un il peu y a moins. une araignée qui vient piquer, il y a la plante se défend. Celle-ci, les moins. Oui. Voilà, elle aussi. Voilà, mais elle a d'autres pathologies. Voilà. Alors donc là, sur la pathologie des tomates, Et donc, je pourrais aucun pas vous traitement aider. que... Alors on peut se permettre des traitements. Alors D'accord. souvent, on fait des traitements du cahier des charges de l'agriculture biologique. Bien sûr. On s'autorise uniquement un traitement chimique si une plante patrimoniale est en danger. Comme D'accord. on reste conservatoire, notre objectif c'est de D'accord. perpétuer une espèce végétale qui peut être menacée. Donc uniquement dans ce cas-là, on se permettrait d'avoir un D'accord. traitement chimique. Quoi qu'il arrive, les plantes qui sont ici dans le parc ne sont pas des plantes qui sont destinées à être consommées et vendues. Elles sont partagées entre les membres de l'équipe pour pouvoir être dégustées. Voilà. Tout ce qui est produit par le potager extraordinaire, Ça donne envie de venir travailler. ça donne envie de venir travailler, hein, c'est un bon argument. C'est un très bon argument. Tout ce qu'on vend à l'extérieur est produit vraiment en agriculture biologique, à part ici, on peut avoir une petite dérogation. Je m'arrête là parce que celle-ci n'a pas eu le droit d'être sur un fil. Et oui, alors on en parle peut-être pas assez et pas assez souvent, mais il y a Ouais. des tomates à port déterminé et des tomates à port indéterminé. D'accord. Donc le port déterminé, il va faire souvent 5 bouquets de fleurs sur la tige et après il s'arrête. On voit bien ici par exemple. D'accord. Voilà. Donc là, la plante ne poussera plus, elle n'a plus de tige qui va continuer. Ouais. C'est son dernier bouquet. D'accord. Elle s'arrêtera de pousser là et c'est plutôt une tige qui repartira de la base et qui va faire la même chose. Ce qui fait qu'on a une plante qu'on n'a pas besoin de tutorer, Ok. pas besoin de tailler.
elle pousse naturellement sur 1 mètre carré à peu près, et on a juste à ramasser les tomates. D'accord. Et donc ça, c'est indéterminé. Non, c'est déterminé. Déterminé. Elle est déterminée à pousser comme ça. Et indéterminée, indéfiniment, elle se met à pousser. Donc on a des tomates sous serre, par exemple, qui peuvent faire 10 mètres de long sans problème. Ok. Alors quand je dis sous serre, c'est sous serre industrielle. Hein. Ouais. Quand on les plante le 1er janvier et qu'on les arrache le 31 décembre. Mais là, on voit très bien, elles poussent de façon indéfinie et on les taille régulièrement. On les égourmande, ce qu'on appelle. Oui, c'est ça. Entre chaque feuille, c'est donc là, on est sur les ports indéterminés. D'accord. Et les ports déterminés ont vraiment été utilisés dans l'industrie, surtout l'industrie du ketchup, pour pouvoir produire des tomates et les moissonner carrément. Et en plus, avec des variétés de tomates qui sont toutes mûres au même moment. Ce qui n'est pas intéressant pour l'amateur qui, lui, va avoir un échelonnement des maturités qui va lui permettre de consommer ses tomates au fur et à mesure. L'industrie, elle, veut faire un seul ramassage, donc elle s'arrange pour avoir une variété où tous les fruits mûrissent en même temps. Donc, il y a toujours ce débat, est-ce que je laisse ce qu'on appellera les gourmands ou pas? Là, le débat, il est quoi? Parce que moi, j'ai une tendance à laisser mes 3 premiers gourmands s'installer, et puis après, je nettoie. Mais pour que le pied soit un peu plus large, en me disant, je vais récolter plus, c'est une fausse idée? Non, c'est une bonne stratégie. Plus il y a de tiges et plus on a de chances d'en ramasser. Ce qui est important, c'est d'arriver à bien maîtriser sa culture pour pouvoir avoir une plante suffisamment aérée qui limite les risques de mildiou, parce que ce qui est important, c'est que le feuillage sèche rapidement quand il est humide pour éviter les maladies. Mais sinon, rien ne vous empêche de faire ça sur 2-3 tiges. Si ça devient un vrai buisson, eh bien, il y a des risques, si c'est une année pluvieuse, d'avoir... Que le maïs se... Donc tout ça, c'est que pour les employés? Tout ça, c'est que pour les employés. On a vous recherchez du monde l'été? Juste l'été, voilà, c'est ça. Juste l'été. Donc on est quand même une grosse équipe entre l'équipe de production, l'équipe du parc, d'animation, du tourisme. On arrive facilement à presque une 50aine de personnes sans problème. Donc indéterminé? Alors là, on est sur, c'est encore différent. On n'est pas sur indéterminé. Là, on est sur les variétés sauvages. En fait, on présente la collection de tomates d'une manière un petit peu particulière. On travaille avec l'INRA et on les sollicite pour avoir quelques variétés de tomates particulières. Donc là, on a les tomates sauvages, telles que Christophe Colomb aurait pu les découvrir quand il découvre l'Amérique pour la première fois. D'accord. Et plus on avance dans les plates-bandes, et plus on arrive vers les premières tomates au catalogue Villemorin de 1883. Ensuite, les premières tomates des années 40, 50, 60, 70, et on continue comme ça. On a une histoire de la tomate où on explique au public ce que c'est qu'une variété ancienne, qu'un hybride est fin, comment on améliore les végétaux aujourd'hui, quelles sont les résistances aux virus sur lesquelles on essaye de s'attacher, et comment l'industrie s'est approprié ces tomates pour pouvoir aujourd'hui vous vendre des sauces ketchup ou des tomates pas chères en supermarché, ou comment on peut aujourd'hui transporter des tomates de l'Espagne jusqu'à Bordeaux, Paris, sans en faire de la compote. Eh bien, tout ça, ça a été très étudié, très réfléchi. Et plutôt que de dénigrer tout de suite ce qu'on pourrait enfoncer des portes ouvertes, aujourd'hui, les gens sont très enclins à vouloir plutôt dénigrer ce modèle-là. Nous, on vous incite plutôt à le comprendre et à vous faire votre propre opinion, plutôt qu'à tout de suite donner un avis personnel. Parce qu'effectivement, si Christophe Colomb a découvert ça, il n'y a pas beaucoup de fruits. Ah non. Donc là, j'ai envie de dire que c'est des plants qui sont intéressants. Pourquoi, du coup? Alors, ils sont intéressants pour l'amélioration du végétal. Pour l'amélioration du végétal. Effectivement. Avec des résistances aux maladies. On voit ici, il n'y a aucun mildiou. Hein. C'est vrai. Tu vois, il n'y a pas de problème. Et là, la feuille, elle n'est pas trop enroulée. Elle n'est pas trop enroulée, donc peut-être une résistance à la sécheresse plus intéressante. Elle est douce. Donc, on a plein d'intérêt à garder toutes ces génétiques sauvages. C'est vraiment impressionnant. Et à s'en resservir. On dirait des feuilles d'élanthus. Alors, sur les tomates, on a parfois différents feuillages. On a des feuillages à type patate, des feuillages à type tomate. Voilà. On le voit très bien sur celle qui est là-bas. Là, on a vraiment un feuillage de patate, très gros. Ah oui. Contrairement à un feuillage de tomate plus classique, qui va être beaucoup plus fin, ciselé. La dernière question à la sortie de la serre. J'ai vu qu'à l'entrée de la serre là-bas et maintenant à la sortie, on a donc ces fameux plantes, qui prennent une belle dimension, mais qui sont là pour justement aider la culture. C'est auprès des portes volontairement parce que... Non, c'est vraiment une stratégie. C'est juste une stratégie. Éducative et de plan. Non, nous, notre objectif toujours, c'est de présenter. Donc du coup, là, on fait une plate-bande exprès pour expliquer au début ou à la fin, suivant comment la visite commence ou comment elle finit. Bien sûr. Mais il n'y en a pas de répété au milieu. On n'a pas de répété au milieu. D'accord, ok. Non. Bien.
Alors là, si vous faites des rotations de culture, ça va être gênant parce que Exactement. c'est thématisé. C'est le challenge. Donc, le challenge. tout est mobile. Tout et est donc, mobile. du coup, on peut démonter le décor et le remonter de l'autre je... côté. Voilà. Je pensais faire une petite plaisanterie, mais non, vous y avez pensé. Et bien sûr. Et le troisième tunnel, normalement, après. Le troisième tunnel viendra donc derrière. Et alors, la rotation, ça sera entre quoi? Les courges, alors, les gourdes. Secret encore. Secret encore, d'accord. Mais il y a donc tomates, gourdes. On sait que c'est pas du tout les mêmes familles. familles. Et le problème, c'est de trouver une autre La collection suffisamment intéressante, mais pas de la même famille. Voilà. Donc j'ai ma petite idée. Ouais. Après, il faut voir si c'est réalisable. Bon, donc il faut qu'on vienne l'année prochaine alors. Oh non, ce Non. sera une nouveauté pour dans quelques années. Oui. L'année prochaine, on a une nouveauté qui sera plutôt sur les aromatiques. D'accord. Donc ça veut dire que là, ce tunnel va rester gourde l'année prochaine? Non. Tomate. D'accord. Là, vous allez on fait faire déjà une première l'assolement rotation. va être entre les rotations va être entre les deux, quoi. En fait, vous allez. Oui. D'accord. Pour le moment, on fait comme ça. Okay. Alors, on a fait des expériences à la Motachar où on a laissé le tunnel de gourde pendant plusieurs années au même endroit. On arrivait quand même à le tenir correctement. C'est un peu joué avec le feu, mais ça fonctionnait quand même. Si on arrive à avoir un peu d'engrais vert et une amélioration du sol, ça passe. Là, on arrive dans un climat tropical, là où quelle était la recherche entre. Donc là, c'est le potager exotique. Potager exotique. Effectivement. Voilà. Donc c'est bon, on a réussi notre pari. Le ressenti est bon. J'ai la rizière qui est ici. Exactement. Donc l'idée, c'était d'avoir une rupture dans l'ambiance. Alors on l'a fait encaisser de façon à ce que c'est la partie basse. On essaye de vraiment être en rupture avec l'ambiance extérieure et de se retrouver dans une totale autre ambiance et d'expliquer qu'il y a beaucoup de plantes des quatre coins du monde et de cette partie exotique du monde qu'on mange aujourd'hui et que peut-être on mangera demain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu d'igname, de taro et de gombo et de tout un tas d'autres plantes comme ça qui sont une alimentation classique pour beaucoup de pays africains, par exemple, et qui aujourd'hui rentrent peu ou pas dans notre alimentation européenne. Mais qui sait, avec le réchauffement climatique et des échanges mondiaux qui vont changer, peut-être. Alors c'est sûr que là, je voyais toutes les allées convergent vers ce plan-là. C'est réfléchi, ça. C'était en fait, ou c'est parce que la configuration du terrain était comme ça. Vous vous êtes dit, bah là, on va collecter l'eau et ça va être intelligent. On va mettre une rizière. On a fait en sorte que ça puisse se faire effectivement en bas de pente. On a aussi quand même des récupérateurs d'eau. On a mis ceinture et bretelles parce que sinon, si ça déborde, il faut aussi qu'il y ait un plan B. Donc dans le tropical, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, on va voir plein de végétaux exotiques. Alors, d'inspiration exotique, l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de chauffé. On a mis surtout des végétaux ornementaux. Alors là, on a par exemple c'est ce que j'allais dire. Le gingembre. Les fameux gingembre papillons. Ouais. Voilà, qui sont des végétaux plutôt ornementaux. Mais rustiques. Là, les racines ne se mangent pas sur celles-ci. Elles ne se consomment pas, non. D'accord. L'idée, c'était d'avoir l'ambiance. Par contre, la bardane japonaise qui est ici fait des racines dont on se sert en cuisine. D'accord. Et elle est comestible. Donc, le manioc qui est ici est un manioc rustique dont on mange les feuilles. Pas forcément des tubercules, c'est le manioc grahami qui va faire aussi un arbuste assez étonnant. L'idée, c'était de trouver plein de végétaux à connotation exotique qu'on va pouvoir laisser ici, qui ne vont pas craindre les températures, ou s'ils craignent quelques températures, on peut les mettre juste en serre froide, non chauffée derrière, ou chauffée à 5 degrés grand maximum. En tout cas, l'idée, c'était de limiter cet impact exotique en ayant le sentiment d'y être, mais sans forcément en ayant l'inconvénient de devoir chauffer quelque chose. Alors là, je vois effectivement qu'on a bien réussi à présenter une des plantes tropicales phares. Elle est là toute l'année? Alors, elle n'est pas là toute l'année, ça fait partie aussi des plantes annuelles. Hein. Elle est semée chaque année, donc on a un partenaire. Elle est semée chaque année? Oui, voilà. Alors, on l'a fait parfois de semis au potager extraordinaire. Là, on l'a acheté à un partenaire qui est spécialisé en plantes aquatiques et qui est en plus passionné des plantes aquatiques au point de créer lui-même ce fameux hybride de Longwood, qui est un hybride entre deux Victoria différentes, qui est un hybride assez historique. C'est la première année qu'on cultive l'hybride de Longwood. Et on en est ravis parce que ça pousse plutôt bien. On voulait chauffer l'eau du bassin, mais finalement, on ne l'a pas fait. Et ça pousse plutôt correctement. Ça pourrait être encore plus exubérant, mais déjà pour... je trouve que pour la région... Un fin juillet, c'est déjà pas mal. Je pense qu'en août, ça sera encore plus spectaculaire. Donc, celle qui se développe, là, on sent qu'elle est en train de vraiment prendre de la force. Et donc, elle a toute sa place au potager extraordinaire parce qu'on peut consommer aussi les graines en Amazonie. Donc, elle a fleuri ou Elle n'a pas encore fleuri. Je pense que les boutons de fleurs sont peut-être pour pas longtemps. J'en vois un. On les devine, Je ne sais pas si vous le voyez, il est un peu plus clair. C'est ça, il est au cœur, voilà, au cœur, oui, tout à fait. Voilà. Donc, la première fleur, à mon avis, c'est dans 2 semaines peut-être, 1 ou 2 semaines. Je vois des têtards. Alors oui,
Il y a de la vie. Hein. Donc ça, c'est l'idée aussi du bassin. Le bassin est au milieu avec une anse comme ça orientée plein soleil. L'idée, c'était d'essayer de créer un microclimat. Il y a un effet normalement d'accumulation de chaleur et un peu de régulation dans l'eau et à la fois sur les rochers qui normalement accumulent la chaleur la journée et peuvent la rediffuser la nuit. Donc l'idée, c'était de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'on puisse avoir un microclimat et un micromilieu propice à la culture des plantes exotiques. Donc on a le fameux quinoa. Ah oui. J'allais dire, j'étais en train de me dire, mais on dirait une mauvaise herbe. Je cherchais le nom de la mauvaise herbe. Le quinopode. Le quinopode. Et donc là, on est sur le quinoa. Voilà, donc voilà typiquement une plante que les gens ont l'habitude aujourd'hui de consommer dans leur assiette et bien on leur explique d'où elle vient, pourquoi on la mange, à quoi elle ressemble. Parce que dans nos jardins, il ne faut pas la manger, c'est que dans nos jardins. Oh, on peut la manger. Ah oui? Ouais, elle est comestible. Ah, je ne pensais pas. On peut se faire des salades. D'accord. Alors de prendre le temps de l'observer, ça dit quoi en fait? Eh ben, ça dit que ça a bien poussé depuis ces derniers mois. C'est vraiment sympa. On voit bien la structure, on voit l'effet de zigzag qui était attendu. C'est un petit peu la signature du potager extraordinaire parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, de jardin qui a cette forme-là. Comme on appelle ça la bibliothèque potagère, ça fait un petit peu comme des livres ouverts. Bibliothèque potagère, je trouve ça génial. C'est comme si on avait rangé des livres mais vivants. Et la forme est un petit peu comme un livre entrouvert. Et on a ce zigzag qui est assez joli vu du dessus. J'ai envie de dire que devant ce beau tableau, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous présenter ce défi, parce que c'est un beau défi. Et il y a tellement à dire, comme on vient de le voir. Donc un grand merci. Alors surtout, ouvert de juillet, 1er juillet, c'est quoi le rythme calendaire? Alors, on va être ouvert dès le printemps l'année prochaine, parce qu'en plus, il y a les floralies qui se déroulent en Vendée. Donc, on va avoir un billet jumelé avec les floralies. On pourra même venir, durant cette période-là, visiter le potager extraordinaire. Et on sera ouvert jusqu'à Halloween, comme à chaque fois. On clôture souvent la saison avec Halloween, un moment fort, important pour le potager. Avec les potirons et autres. Potirons, courges, et surtout avec un beau moment avec les enfants et les familles qui viennent s'amuser à se faire gentiment peur, parce que du coup, on n'est vraiment pas du tout sur quelque chose de terrifiant, on est vraiment sur quelque chose d'abordable pour les enfants, et en même temps, eh bien, de façon informelle, ils rencontrent plein d'autres légumes et j'espère qu'ils seront un petit peu plus acculturés et un petit peu plus curieux pour leur alimentation demain. Bon, super. Bon, alors, puis un rendez-vous avant la conclusion au mois d'octobre, c'est au mois de septembre, fin septembre, on l'a dit, avec le concours des légumes géants. C'est ça, le concours national. C'est le concours national des légumes. On dit des légumes géants ou des fruits et légumes géants. Des fruits et légumes géants. Voilà, parce qu'on a aussi bien des fruits que des légumes comme les betteraves qui peuvent concourir. Bon, donc on aura le plaisir de revenir dans 1 mois et demi pour voir ce concours et puis voir les résultats et puis essayer de donner envie à d'autres amateurs de tenter sur les hybrides. Enfin, c'est peut-être pas des hybrides, c'est quoi? C'est des sélections. C'est des sélections. Voilà, ça. Et pour avoir également son plus gros fruit. Un grand merci Baptiste. Merci à vous. À l'occasion de ce concours des fruits et légumes géants, on est heureux d'offrir à 5 d'entre vous 2 places pour participer à cette journée du 24 septembre pour admirer tous ces fruits absolument démentiels, fruits et légumes absolument démentiels. Alors il vous suffit de vous abonner, laisser un commentaire sur la vidéo et le tirage au sort aura lieu le 31 août. Jardinez bien.